Un idiot mesure la profondeur de l'eau avec les pieds. C'est par cette sagesse, nous venons de l'ère culturelle Sawa au Cameroun que nous entamons cette autre production au cœur des mystères tous les jeudis lorsqu'il est 21h heure du Cameroun. Le temps suspend son vol pour vous laisser naturellement place à la lumière et à la vérité. Bienvenue à la tribune de la dissidence, au cœur des mystères qui prend le contrôle du monde en ce moment. Mais avant tout, nous allons souhaiter un prompt rétablissement à un de nos panélistes que vous appréciez énormément, Njibokas Oona, qui a été victime d'un accident suffisamment mortel. Accident qui a laissé au carreau son frère aîné, son grand frère, paix à son âme. Et en ce moment, il est en état, bien sûr, de reconstitution, en état de restauration. Ayant perdu, je ne peux pas dire perdre, deux de ses côtes ont été fêlées. Et la nouvelle nous a été rapportée par des fidèles téléspectateurs de l'émission Au cœur des mystères. Et bien sûr, tous ceux qui aiment ce que nous faisons. Docteur Etundi, au courant de cette actualité, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nathan, bonsoir. J'allais dire un bonsoir particulier à l'ensemble des téléspectateurs avec lesquels justement nous partageons la douleur que représente la mort du grand frère de notre copanéliste, en même temps que nous sommes solidaires de ce qui lui arrive, de son prompt rétablissement. Vraiment, je pense que c'est un événement regrettable parce qu'on ne peut pas aller enterrer sa nièce et se retrouver dans de telles difficultés. C'est des nouvelles qui ne peuvent que, en quelque sorte, nous attrister. Mais nous allons essayer de rester positifs. Nous allons essayer d'aller chercher au fond de nous-mêmes ce qui pourrait en quelque sorte nous écarter d'une attitude, on pourrait dire, doloriste et qui ne profitera pas aux téléspectateurs. Nous espérons quand même être à la hauteur en ayant une forte pensée de rétablissement pour Njibokas. Njibokas Oona, que j'ai tout de même eu au téléphone, malgré le poids et le choc dont il a été victime, il est suffisamment rassurant. Et au nom bien sûr de tous les panélistes et de tous ceux qui aiment ce qu'il a toujours fait, nous profitons de l'occasion pour lui souhaiter prompt rétablissement. Maître Brana, qui a invité toute la team de Cœur des Mystères mercredi, on ne pourra pas dire qu'on a posé un lapin à Maître Brana, mais les occupations professionnelles nous ont permis de ne pas honorer à cette invitation. Bonsoir. Bonsoir Nathan. Bien évidemment, tout étant divin, nous disons que la raison a tout son sens et nous lui donnons validation. Cela dit, je vais profiter comme ça pour dire à mon frère Njibokas, avec qui j'ai communiqué hier et qui m'a promis prompte remise dès que possible. Je m'en vais comme ça lui retransmettre une fois encore ma lumière et mon amour. Et comme toujours, je le maintiens dans les hautes sphères cosmiques et je sais que prochainement il sera sur le plateau. Et je tourne comme ça le visage vers tous les téléspectateurs, tous les êtres réveillés, éveillés et illuminés dans le monde qui nous regardent et leur retransmets comme d'habitude comme ça mon amour inconditionnel, ma lumière et la vérité que je détiens. Comme ça, mes frères panélistes, bien que vous n'étiez pas à la maison, pour quelques-uns qui étaient là, je dis grandement merci. À vous qui n'étiez pas, je dis toujours merci et ce n'est que partie remise. Bonsoir et une fois encore, recevez mon amour, mes chers co-panélistes. Merci. Il n'y a pas de hasard sur Terre, uniquement des rendez-vous. Pasteur Ndouk, il est théologien. On rappelle que très bien formé du côté de l'église adventiste, certainement du 7e jour. Et il a décidé de se défaire de cette dénomination et tout simplement d'arborer la casquette d'un libre théologien, la casquette d'un libre penseur. Donc, les exigences, bien entendu, dénominationnelles ne pèseront plus jamais sur lui. Pasteur Ndouk, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bien le bonsoir, monsieur Nathan Amougou. Vous le savez, en off, je vous ai souvent dit, je suis très agacé.
lorsqu'on me présente Ouais, en tant que pasteur. vous avez Parce que été justement, pasteur. sur le moment, c'est plus. On ne peut pas dire à titre corporatif que ce soit le métier que j'exerce. Sur le moment, je m'intéresse maintenant à un autre métier qui est celui du journalisme sur le moment. Mais si véritablement la vocation est divine, je me dois de m'astreindre à accepter que vous m'appeliez ainsi. Vous avez été pasteur. Est-ce que vous avez honte de, Non, je n'ai pas de ce honte. manteau? Justement, vous savez, quand on sait que vous avez exercé pendant 4 ans j'évite tout simplement des amalgames. Voyez-vous? Vous ne vous reconnaissez plus? Non, mais vous étant connaissez pasteur de cette l'église espèce de adventiste? flambée et de flopée de mouvements et de pasteurs qui écument notre vécu et tout. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, je veux simplement prendre une espèce de petit retrait par rapport à tout ce qui se passe. Mais dans l'absolu, stricto sensu, fondamentalement, on est toujours du manière ou d'une autre guide d'un certain nombre de personnes, ceux qui voudront bien écouter la vérité. À ce titre, j'accepte humblement le titre pour lequel vous insistez depuis toujours. Je veux dire ici bonsoir à mes chaleureux et brillants panélistes. Bonsoir aux promoteurs de cette chaîne, Sa Majesté Amogo Bedinga. Je veux dire bonsoir à Christ Jésus, le créateur de toutes choses, qui a souverainement résolu unilatéralement d'apparaître dans sa forme humaine, dans la race qui est la nôtre, et ça beaucoup ne le savent pas. Je suis privilégié d'être là ce soir. J'espère, selon toute vraisemblance, que nous passerons un bon moment de télé. Merci. Alors, Todd, vous êtes en train d'abattre un travail conséquent, d'enlever quand même des pasteurs dans leur chapelle et de faire de ces pasteurs des libres théologiens, des libres penseurs. Certainement, Père Abraham pourra peut-être aussi suivre votre idéologie qui semble un peu plus forte que ça. Bon après-midi, bonsoir et bienvenue au Cœur des Mystères. Maman Goré, moi j'en la Mogo. Maman connaît Bourman, mais ça me te vaut le bien. Maman connaît Iton, me te vaut le bien. Maman connaît Kang. Maman connaît Bang tout ce. Maman connaît Si Africa, Si Kama. Et je salue tous ceux qui nous écoutent au Canada, en France, en Angleterre, en Turquie, en Arabie Saoudite, en Israël, en Chine et partout ailleurs. J'aimerais quand même émettre une émotion de sympathie, d'empathie pour ce qui est arrivé à notre frère Oona Bokas. Suite à l'accident qu'il a subi, je ne peux que lui transmettre des ondes positives, des ondes réconfortantes, des ondes consolidantes pour qu'il puisse se remettre sur ses pieds, en espérant qu'il est en accord avec les lois de l'univers. Bonsoir, un bonsoir particulier au frère Baïha, spécialisé en physique mécanique à l'université de Yaoundé 1. Merci, Père Abraham Minkala. Jusqu'ici, vous restez prêtre de l'Église catholique romaine. Dans cette ère du Verseau, où les mutations inhérentes à la spiritualité sont véritablement manifestes, beaucoup ont décidé de sortir de ces maisons, de sortir de ces dénominations, car, disent-ils, le Christ lui-même a dit, Jésus n'habite pas les maisons faites des mains des hommes, il habite dans nos cœurs. C'est peut-être la raison pour laquelle d'aucuns sortent des églises pour œuvrer comme des libres penseurs à l'instar de notre frère Douk. Oui, merci beaucoup Nathan. Je salue tous les panélistes ici. Je compatis vraiment à la situation de notre frère Njibokas qui a eu un accident. J'ai prié le Seigneur qu'il puisse se relever et qu'il nous rejoigne ici sur ce plateau. En ce qui me concerne personnellement par rapport à ma vie sacerdotale, comme le disait ici le docteur Etundi, qu'il est rosicrucien, il restera toujours rosicrucien. Moi, je suis prêtre de l'Église catholique romaine de rite latin, j'y resterai jusqu'à ma mort. C'est une décision que j'ai prise librement et je l'assume. Je ne pense pas changer d'avis un jour parce que je trouve que c'est là où je me sens à l'aise, c'est là où je peux me lever
aller vers la transcendance pour rejoindre mon immanence. C'est là où je peux m'épanouir. C'est en étudiant la théologie que je peux, comme prêtre, je peux améliorer mon existence, que je peux être très humain par rapport à ma vie dans cette société qui nous accueille. Donc, je ne pense vraiment pas changer de statut un jour. Je souhaite et je prie le Seigneur chaque jour qu'il me garde dans cette logique-là et qu'il me protège et qu'il m'amène à m'assagir davantage pour continuer à aider mes frères tels que le docteur Etundi, que j'aime beaucoup et que je soutiens parce qu'il est brillant et il a des interventions ici qui montrent qu'il évoque comme thème quand on traite d'un sujet ici, on sent vraiment qu'il maîtrise. Je respecte Maître Brana, malheureusement, qui n'a pas donné l'opportunité à ceux qui nous écoutent aujourd'hui d'être avec Maître Marina. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a laissé sa sœur. Je voulais lui poser la question. Comme on a demandé à Kaya, où est ton frère? Maître Brana, où est votre sœur? Bon, donc ce n'est pas le lieu, mais si elle pouvait répondre à cette question aussi, ça m'arrangerait beaucoup. Docteur, professeur ou bien pasteur Ndouk, qu'ils choisissent l'un, qu'ils laissent l'autre. Bon, tout cela langage. Donc, je suis content qu'il soit là encore avec son langage racialiste. Il salue en parlant Eton. Alors, combien de personnes comprennent Eton? Alors, est-ce qu'il croit qu'une chaîne de télévision comme celle-ci est réservée aux Eton lorsqu'il les salue seulement? Pourquoi pas saluer les Bassa alors qu'il veut être initié au Mbok? Pourquoi ne pas saluer nos frères de l'Ouest et ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Alors, bon, je crois que nous allons passer une bonne soirée ensemble. Merci pour l'invitation. Je suis très ravi de l'amitié que vous me faites toujours en m'invitant ici au sommet des sages pour que je puisse m'assagir davantage. Merci. Moi, je vais profiter de cette occasion pour faire un clin d'œil donc à Sa Majesté Fondio David qui regarde l'émission en ce moment. Fondio David qui est le chef de groupement Fotoni, ce chef de groupement qui est d'ailleurs très apprécié par ces populations du côté de l'Est Cameroun et qui nous a accueillis pour un certain nombre de recherches. L'équipe de Cœur des Mystères et bien entendu la grande équipe du département culture du groupe L'Anecdote où on a réalisé pas mal de documentaires de ce côté, notamment les chefferies traditionnelles à l'épreuve de la modernité. Sa Majesté David Fondio, longue vie à vous. Une autre halte et on revient juste après pour la suite. Retour sur le plateau, nous avons entamé la semaine dernière l'analyse portée sur le conditionnement mental à travers l'éducation et le manuel scolaire, voir son contenu. On est parti du frontispice aux premières de couverture pour commencer bien sûr à décrypter ce qu'on propose à nos enfants. Alors, docteur Etundi, vous avez été suffisamment clair la semaine dernière qu'à partir de la première de couverture, dans le manuel scolaire, rien n'est anodin. D'accord, merci. On ne peut pas parler de quelque chose d'anodin à partir du moment où la une signifie bien ce qu'elle signifie. Ça signifie qu'on peut ne pas ouvrir l'ouvrage, mais rien qu'à partir de la une, on peut se retrouver déjà dans ce qu'on va appeler le message qui est destiné à ces enfants. Et vous verrez que les couleurs ne sont pas anodines. On ne choisit pas n'importe quel infographiste. On ne choisit pas n'importe quelle couleur. Vous observerez qu'il y a une certaine prédominance dans les ouvrages scolaires, sur les couvertures des ouvrages scolaires. Toujours est-il que, quel que soit le cas, rien n'est laissé de côté. Rien n'est laissé au hasard, c'est ce que j'ai surtout envie de dire. Donc, faites attention aux ouvrages. À notre époque, les couleurs n'étaient pas aussi bigarrées qu'actuellement. Nous avions des œuvres comme Mamadou et Bineta
Et nous voyions un fond qui était tout ce qu'il y a de rudimentaire. Le noir et blanc, quand on pouvait, on ajoutait un peu de vert. Mais actuellement, regardez, on pourrait dire, les kaléidoscopes qu'on nous propose. Vous verrez qu'il y a plusieurs couleurs en général. Et ces plusieurs, j'allais dire, cette diversité peut elle-même de manière subliminale renvoyer à quelque chose de plus concret. Vous savez, vous avez vu le championnat européen, vous avez vu que certains capitaines d'équipe arboraient, on pourrait dire, un type de brassard, un brassard multicolore. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, comme on pourrait dire. C'est ces couleurs de l'arc-en-ciel qu'on peut essayer, lorsque vous faites attention, de décoder à travers certaines unes. Je ne dis pas toutes, mais vous pourrez retrouver cela dans certaines unes. Regardez les ouvrages publiés par certains éditeurs, dont je vais taire les noms ici. Et je dis, je ne parle pas des ouvrages camerounais seulement. Je parle des ouvrages au niveau français. Nous parlons au monde entier. Au monde entier, et pour avoir longtemps exercé dans le système éducatif français, et même pour avoir contribué dans les maisons d'édition prestigieuses là-bas, telles que Clé International et tout ce qu'on peut imaginer, avoir été proche de Nathan, des DICEF. Édition Nathan. Ah non, c'est pas toi qui Pas s'agit King là. Nathan. Non, pas le King. On parle du bien de Nathan, des DICEF, et on pourrait voir Larousse et tout le reste. On voit bien que le système de coloration, qu'on pourrait dire chromatique, a nettement évolué en faveur d'une certaine diversité. Elle peut être interprétée comme étant positive, mais elle peut aussi, de manière aussi lâche, représenter leur idéal qui est celui de l'arc-en-ciel. Donc il va falloir... Là nous voyons à peu près de manière globale les couleurs dominantes sur ces manuels. Voilà. Vous voyez à quoi ça renvoie. Pourquoi ces couleurs si vives? On pourrait s'interroger. Pourquoi des couleurs aussi vives et aussi diverses? Ça leur coûte quoi de faire une couverture unie qui permettrait effectivement d'avoir un fond homogène? Maintenant, on ne le fait pas. On met plusieurs couleurs et vous pouvez décoder justement le langage subliminal à travers cette couverture. Donc, c'est ce que je peux dire dans une première intervention. Nous pourrons rentrer en profondeur dans ces ouvrages-là pour comprendre que le système éducatif est quelque chose de délicat et qu'il faudrait dénoncer, démasquer tout ce qui peut être de nature à faire dévier notre jeunesse à laquelle nous tenons. Si nous avons raté le coche, nous devons permanemment réfléchir à faire en sorte que nos jeunes soient bien éduqués. Malheureusement, nous sommes dans un système où on n'a pas l'impression que cette sensibilité-là soit partagée. Les lobbies font leur travail et ces lobbies-là sont tapis à tous les étages de la vie sociale. Tous les segments de la société sont en quelque sorte touchés par ces lobbies qui opèrent et on ne peut que les dénoncer. Très souvent, Nathan, voyez-vous, lorsque nous parlons ici sur le plateau, certains pensent que nous n'aimons pas l'Afrique, que nous n'aimons pas... Mais non, il s'agit de faire en sorte que les jeunes, qu'ils soient africains ou français, vivent de manière écologique leur scolarité. Et nous avons la responsabilité, nous qui savons qu'il y a des lobbies qui tirent les ficelles, nous avons cette responsabilité de dire aux gens, faisons attention à ce que nous proposons à notre jeunesse. Merci. On rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde que l'émission est interactive. Le numéro qui s'affiche bas de l'écran vous aide à envoyer vos réactions uniquement par SMS. Le conditionnement mental par l'éducation, cas des programmes scolaires. Alors, mon père Minkala, il a été unanimement accepté ici la semaine dernière, même comme ce n'était pas de votre avis, qu'une grosse organisation est cachée derrière le système éducatif et qu'un nouvel ordre scolaire mondial a vu le jour. Et Dr Etoundi, qui a fait pas mal de temps du côté de la France, vous qui avez fait pas mal de temps du côté de l'Espagne, ne vous êtes pas accordé à ce niveau, car, dit-il, ce sont ces maîtres de la Terre, ces maîtres de l'univers qui décident. Et d'ailleurs, Dr Etoundi en parlait encore la semaine dernière, de cette usine de fabrication des zombies à travers l'éducation. Oui, merci. Fabriquer des zombies à travers l'éducation, ça va relever d'un principe qui n'est pas très accepté et voire même acceptable parce que ça renvoie à la non-contradiction. Une chose ne peut pas être et ne pas être. Lorsqu'on parle de l'éducation, c'est pour aider des médiocres à tendre vers l'excellence. On ne peut pas parler de l'éducation en fabriquant des zombies. Donc aucune éducation ne peut aller vers la fabrication des zombies.
En ce qui concerne le nouvel ordre mondial sur le plan éducationnel, ou bien dans ce que nous appelons la politique éducationnelle, c'est impossible. Penser que ça peut se réaliser, c'est rêver. Rêver dans la mesure où, si je prends par exemple la situation qui est la nôtre dans la ville de Yaoundé, nous avons une école appelée école américaine, nous avons une école qu'on appelle l'école française, le lycée Fustel de Coulanges, nous avons l'école primaire du système français à Olézoa, et nous avons nos lycées localement ici, qui ont un système, un régime particulier, qui ont un système éducatif différent des autres. Donc, je ne pense pas qu'on puisse avoir un ordre mondial en ce qui concerne l'éducation, qui sera accepté ou adapté à dans toutes les civilisations ou toutes les sociétés de notre monde. Si vous arrivez au Japon, l'éducation, c'est une autre dimension. Vous arrivez aux États-Unis, où Maître Brana maîtrise beaucoup de choses, je crois que le système éducatif est différent. Vous allez en Chine, le système éducatif est différent. Vous allez en Espagne, le système espagnol n'est pas comme le système français. Donc, c'est impossible de penser à un nouvel ordre mondial sur le plan éducationnel. Mais, ce que le docteur Etoundi a dit concernant les lobbies, ça existe à tous les niveaux. Ça existe. Des gens qui veulent contrôler soit le pouvoir politique, soit le pouvoir économique, soit le pouvoir religieux, ça existe. Mais sur le plan éducatif, ça serait un peu difficile pour eux, pour ces lobbies-là, de penser qu'ils peuvent s'accaparer de l'éducation ou bien orienter l'éducation à leur manière jusqu'à phagocyter le monde entier. Bon, ils peuvent tenter, mais ils ne pourront pas réussir. En tant le père Kala n'est pas d'avis de ce qu'un nouvel ordre mondial scolaire ou un nouvel ordre scolaire mondial a vu le jour, comme le disait le docteur Etoundi, et qui décide de l'implémentation d'une certaine politique du livre ou du manuel scolaire dans les pays du monde. Bon, je vais pas m'inscrire en marche, mais je vais présenter ma vision, mon humble contribution vis-à-vis de la question qui m'est posée. Ma première préoccupation, c'est que les gens ne se focalisent ni sur les couleurs, ni sur les tendances, mais sur la base. Qu'est-ce qui nous est présenté au niveau de la base? Quelle vision nous est présentée au niveau de la base? Et quand j'entends par vision, c'est la culture de base et les orientations éducationnelles qui partent de l'enseignement maternel, en passant par le primaire, en passant par le secondaire, pour se parachever dans l'enseignement supérieur. Et tout ce dont on se rend compte, c'est que, à la base, une histoire en déphasage de la véritable histoire qui concerne pas seulement notre peuple, mais l'histoire même du monde, est falsifiée. Je parle de l'histoire du monde, telle qu'elle est présentée dans les écoles, même en Occident. Cette histoire est radicalement falsifiée. Deuxième point, quand on arrive à l'enseignement secondaire, les programmes de philosophie entre la classe de seconde et terminale, qui est-ce qu'on nous présente comme auteurs majeurs? Ce sont des auteurs, permettez-moi d'employer l'expression, qui servent le système, c'est-à-dire qui pérennisent la vision qui a été imposée à certains peuples. Quand on arrive à l'enseignement supérieur, dans le domaine des sciences humaines, philosophie, psychologie, sociologie, anthropologie, droit, géographie humaine, linguistique, économie, je veux dire, bon, dans le domaine économique, c'est autre chose. Quand on arrive dans le domaine des sciences dures, physique, chimie, maths et autres, toutes les théories et tous les auteurs qui nous sont présentés sont des théories et des auteurs qui sont tout au moins le socle d'une vision du monde, qui est une vision du monde qui a voulu s'affirmer et s'imposer, mais qui n'a pas voulu tenir compte des autres visions du monde, notamment la vision orientale du monde, Chine, Inde, Japon et autres,
la vision africaine du monde, la vision sud-américaine, c'est-à-dire Inca, Maya et autres, mais une vision du monde monolithique et monologique qui a voulu s'imposer et se présenter comme le seul modèle qui puisse être considéré comme non seulement le modèle scientifique dans le domaine des sciences humaines, mais aussi le modèle scientifique dans le domaine des sciences dures, comme je viens d'énumérer, maths, physique, astronomie et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Quand on entre dans les domaines des sciences juridiques, dont le droit, l'économie et tout ce qu'on connaît, on se rend compte que ce qu'on cite, c'est les Keynes, c'est les Adam Smith, c'est les Hegel dans le droit, c'est les Fichte et tout ce monde qu'on connaît. Quand on est dans le domaine économique, c'est la même chose. Mais quelle est donc la visée, quel est donc l'objectif visé donc par cela? Est-ce que c'est anodin? Est-ce qu'il y a donc des personnes qui décident de proposer cette vision? Bien évidemment, il y a un problème de fond. Celui qui a le contrôle hégémonique, et ce contrôle hégémonique est d'abord bâti sur la force, le rapport de force. Celui qui a le rapport de force tendancieusement prédominant, tant sur le plan même de la force physique que sur le plan idéologique, c'est-à-dire politique, économique et autres, a tendance à imposer sa vision. Mais malheureusement pour ces personnes aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un univers, dans un monde multipolaire où l'Asie propose une vision, la Russie, en dissidence avec le monde occidental et l'Amérique du Nord, propose une autre vision. Des peuples comme l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela proposent une autre vision. Et l'Afrique qui vient aujourd'hui comme quelqu'un qui est en train de se chercher avec tous les courageux que cette Afrique a, toute la jeunesse dynamique et toutes les intelligences qui sont en train de monter en puissance proposent une autre vision. La question donc, les qui contrôlent donc... Les qui donc, c'est ceux qui pensent, qui continuent de croire aujourd'hui qu'ils ont le pouvoir. Alors, vous pensez que vous qui êtes doctorant, votre thèse certainement qui va se détacher de ces maîtres, vous avez passé le temps à être bluffé, à être trompé, à être enfumé par des connaissances de ceux qui contrôlent le monde? Je n'ai pas passé le temps à être enfumé par leurs connaissances. Et je voulais préciser que ceux qui m'ont encadré en cycle master et ceux qui aujourd'hui sont en phase terminale de mon encadrement, parce que l'encadrement est déjà terminé. Je ne suis plus un étudiant depuis 4 ans. Il faut préciser ça. Je suis un chercheur. Parce que si il faut être étudiant parce qu'on n'a pas encore soutenu une thèse de doctorat, ça veut dire que même les professeurs et les docteurs sont des chercheurs parce qu'ils doivent publier des ouvrages et des articles. Donc, pour dire que nous avons choisi des chemins qui ont arrangé nos directeurs de mémoire et qui arrangent nos directeurs de thèse. Conditionné, vous avez été conditionné. Non, pour l'obtention du parchemin. Nous avons choisi des chemins. Moi, j'ai choisi mon chemin. Alors, la question que je pose, hein, vous avez eu un master, oui. Vous avez eu une licence. Oui. Ces licences se reposent sur quel, sur quelle charpente, sur quelle ossature, oui, sur quel paradigme? Oui, le CEP repose sur le paradigme dominant. Le BPC pareil, le probatoire, non, je suis en train de continuer, le probatoire pareil, le bac pareil, la licence pareil, mais à partir du master, j'ai donc dû me démarquer. Et en thèse aujourd'hui, je peux affirmer être profondément enraciné parce que mes recherches ne se bornent pas au niveau des livres. Je vais sur le terrain pour aller faire des quêtes, des enquêtes. Je vais chez les Pygmées, je vais à l'ouest. Alors, nous on a vu Ndjibokas brûler la Bible. Bon. Estimant que c'était un ouvrage falsifié. Alors, si vous estimez que vos diplômes, le CEP, le BEPC, le bac, la licence ne vous servent à rien, brûlez ces documents. La preuve même comme ce sont des documents officiels. La preuve en est que lorsque je me présente quelque part, je me présente avec mon master, je ne me présente pas avec ce diplôme. Donc, on dit le diplôme le plus élevé, c'est avec ce diplôme que je... C'est-à-dire que je m'affirme à travers mon identité. Est-ce qu'on peut dire par là, Todd, que vous avez été berné à un certain moment? Et j'ai dû me retrouver. Jusqu'en licence, vous étiez un mouton. Non, il faut préciser une chose. À partir de la terminale, j'ai ouvert les yeux. Mais le problème, c'est que de la première année en 3e année, il y a un cursus obligatoire. Parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Comme le cœur bat, on ne décide pas, on ne demande pas au cœur de battre, mais le cœur bat. Donc,
de la première année à la troisième année, il y a un cursus obligatoire. Mais en cycle de recherche, on a la possibilité donc de faire des choix et d'orienter nos pensées. Alors, Père Mikala, Todd est en train de faire des révélations suffisamment troublantes, fracassantes pour le jeune qui va. Et nous sommes dans le conditionnement mental. Il reconnaît quand même qu'il a été zombifié de la 6e, de l'école primaire, jusqu'au secondaire, jusqu'en licence. Mais il a quand même ses diplômes avec lui. Et ce qui est marrant est que Todd parle du master. Le mot master, c'est un mot étonne ou bien un mot purement camerounais. Et je crois qu'il n'est pas louable d'embrouiller des gens aujourd'hui. Nous sommes à l'ère de la mondialisation et je suis d'accord avec le docteur Ritundi qui dit qu'on n'est plus au niveau où on va accuser tel continent, tel pays. Il s'agit actuellement de nous assumer. Alors, à l'heure de la mondialisation, c'est quoi? C'est que on se connecte aux autres. On voit ce que l'autre a de positif, on copie cela. Si ça peut nous aider à nous humaniser davantage, on l'exploite. Il est hors de question de dire que nous étions à l'époque dominés par X et que le diplôme d'antan ne vaut plus la peine, ne représente pas grand-chose aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que vous voulez toujours nous ramener à une histoire qui est obsolète. Aujourd'hui, nous sommes au carrefour du donner et du recevoir. Qu'est-ce que nous pouvons proposer? Et qu'est-ce que nous pouvons recevoir des autres? Il n'y a pas de culture parfaite aujourd'hui. Aucune société ne peut prétendre vivre en autarcie. On a toujours besoin de l'autre. L'homme, c'est un être de la socialité et de la sociabilité. Alors, toi, tu me dis qu'à travers le manuel scolaire, qui est d'ailleurs le thème, il a quand même été conditionné. Est-ce que cette honnêteté intellectuelle ne doit pas être célébrée? Je ne pense pas qu'il en fait, je ne suis pas d'accord avec lui qu'à travers le manuel scolaire, il a été conditionné. Il a été libéré. Parce que le manuel scolaire vous donne des connaissances qui vous permettent de vous approcher de la vérité. Et c'est la vérité qui rend l'homme libre. Je me souviens, lors de la dernière émission, vous avez ouvert l'émission en disant « Et veritas liberabit vos ». La vérité vous rendra libre. Et cette vérité, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans le livre. Le livre scolaire, qui soit le manuel scolaire qu'on met à la disposition des apprenants, il faut que nous fassions très attention parce qu'il n'y a pas d'être parfait dans ce monde. Il peut y avoir des erreurs. Ça, il faut le reconnaître. Puisque nous sommes dans le conditionnement, Todd estime que malgré ce que nous voyons au premier plan, c'est loin d'être ça, c'est tout un programme. Je crois avec un dessin, un but bien précis. Oui, c'est une interprétation. Tout à l'heure, il parlait des sciences humaines et des sciences dures. L'interprétation que Todd fait en regardant la première de couverture ne peut pas être originaire ou bien ne peut pas provenir d'une science dure, d'une science exacte. Docteur Ritundi a parlé de la première de couverture qui revêt un sens fauviste car les couleurs sont suffisamment chaudes. Oui. Le docteur Ritundi, en tant que didacticien, interprète. Et cette interprétation, j'ai toujours l'habitude de dire à ce plateau que les sciences humaines ne sont pas des sciences exactes. Il fait une interprétation, il fait une lecture. Et moi, en tant qu'apprenti théologien, catéchiste de mon état, je peux interpréter la première de couverture à ma manière. Et comme Maître Brana, avec la lumière qu'elle valorise, elle peut interpréter la première de couverture à sa manière. Alors ici, le pasteur, ce que nous cherchons donc, c'est l'image mentale qui est véhiculée à partir de cette première de couverture, ce frontispice ou ce paratexte éditorial qui nous permet à suffire et à suffisance de comprendre qu'ici, à partir de cette entrée, on est conditionné lorsqu'on tient ce manuel entre les mains. Je crois de façon générale, lorsqu'on regarde la première de couverture d'un livre, c'est surtout les maisons d'édition qui font souvent ce travail-là, c'est beaucoup plus un travail de marketing. C'est pour attirer l'attention du client. C'est pour intéresser l'apprenant. Ça veut dire que tout ce qui est marketing n'est pas forcément tout ce qui est vrai. Nous avons dit ici la semaine dernière.
tout ce qui est marketing n'est pas vrai. Ce Non. sont les spécialistes qui nous ont parlé des neurosciences. En neurosciences, la neuroscience a quelque chose de Non, spécifique. le marketing a son rôle. Le marketing a son rôle à jouer. C'est-à-dire, ça vous amène à vous intéresser à une réalité, à un objet, à un produit D'accord. qui peut se vendre. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que ce que le marketing présente est faux, ni vrai. D'accord, merci. Alors, avec vous, Maître Brana, avant de passer la parole au libre penseur Ndouk, nous sommes dans la première de couverture et nous sommes également dans une approche de cet ordre qui imposerait, d'après Dr Etundi et Tot, des connaissances, des enseignements et même une orientation à partir de la tendre enfance, à partir de l'éducation, conditionnement mental. Et ici, parlant donc de ce frontispice ou de ce paratexte éditorial, de ces couleurs, Dr Etundi pense que des messages, des images subliminales, ils sont greffés à dessein. Moi particulièrement, parlant des images ou encore des couleurs qui apparaissent à première vue sur la couleur, sur la page, le dessus de ces livres, pour moi particulièrement, je ne dirais pas la même chose que Dr Etundi. Je suis une fan des couleurs vives. Je suis une fan et donc tous ces livres m'ont attiré vu leur vivacité. Et donc je rejoins par contre le docteur, père Mikala, qui estime que c'est un problème de marketing. Je suis beaucoup plus d'avis avec ça. Et donc je ne saurais, maintenant parlant de l'ordre mondial, comme je n'ai pas vérifié, même à la maison, j'ai essayé de fouiller et je n'en ai pas trouvé. Et parce que je n'ai pas trouvé, je suis venu à une synthèse interne qui me permet de croire, un peu comme le père Mikala, qu'il n'est pas possible d'émettre quelque chose de plus haut qui puisse arriver au bas, surtout en matière d'éducation. Et que d'ailleurs, comme disait le père Mikala, quand nous observons l'éducation aux États-Unis est très différente de la façon d'éduquer les gens en Chine et les pays que j'ai d'ailleurs parcourus, et très différente de la manière dont on éduque les gens ici en Afrique. Sur ce, quel conseil je pourrais donner ou ce que j'observe? C'est qu'en Afrique, par exemple, où j'ai grandi, avant de prendre l'envol pour l'Occident, j'estime, par exemple, qu'on devrait adapter notre éducation à notre problème de conscience. Alors, nous avons un problème de paradigme très profond où la plupart de nous, selon la société qui soit plus ou moins pauvre, il faut qu'on la reconnaisse, les parents qui travaillent durement et qui sortent eux-mêmes sont déjà émotionnellement instables, nous devons plutôt adapter notre éducation pour que, à l'intérieur d'elle, dans notre éducation, dans notre éducation, nous puissions inclure, par exemple, les méthodes de changement de paradigme, telles que peut-être, je sais pas, une spiritualité universelle pour notre pays, ou une des formules de réveil. Car nos consciences, qu'elles soient conditionnées par une éducation qui ne soit pas vraie, comme disait Todd, à savoir que nos livres, comme je disais tantôt, grandissant, je n'ai connu que Nachtigal, j'ai connu Adam Smith en philosophie, j'ai connu ainsi de suite. C'est donc le cas. C'est une raison formelle pour que nous soyons endormis et que nous n'ayons pas confiance en nous, que nous ne tapons pas dans nos dons, les 12 dons dont les pays, la Chine, les Américains tapent dans leurs 12 dons, le don de l'imagination. L'Africain ne connaît pas. Est-ce qu'on peut en comprendre, si on vous entend parler, que vous dites une chose et son contraire, en nous faisant comprendre que on ne veut pas nous faire atteindre nos 12 dons à travers cette éducation? Ça veut dire que c'est même de la drogue qu'on sert, hein? Je voudrais emprunter les expressions des uns et des autres, qu'on sert aux apprenants dès la tendre enfance. D'accord, il est probable, mais je voulais dire, au niveau, ce n'est pas un ordre mondial. Si nos dirigeants cèdent à, comme disait le père Mikala, à quelques libraires ou quelques marketeurs ou encore quelques lobbies, ça c'est une chose, mais ce n'est pas un ordre mondial. Alors, comme j'ai toujours dit, et disait Todd tout à l'heure, celui qui contrôle la communication contrôle tout le reste. Pire encore, en dessous, celui qui a votre éducation en main a tout le reste. Je crois quand même qu'au Cameroun, on est quand même suffisamment assez conscient pour que notre éducation nous appartienne. Nous ne parlons pas du Cameroun, hein. Oui. L'émission a une vocation internationale et d'ailleurs notre téléspectateur nous vient du monde entier. Oui. C'est pour cela qu'elle est suffisamment appréciée. Oui. Alors nous parlons ici du conditionnement mental par l'éducation, pas de l'Afrique, pas du Cameroun, mais du monde entier. Oui, mais c'est que c'est clair, de toutes les façons, nous sommes toujours conditionnés. C'est l'école nous conditionne, l'éducation nous conditionne. Maintenant, est-ce qu'elle nous conditionne nocivement ou de bonne guerre? En Afrique, est-ce qu'elle nous conditionne nocivement?
C'est pour ça que j'ai parlé de l'Afrique. Maintenant, aux États-Unis, est-ce qu'elle nous conditionne positivement? Maintenant, en Chine, au jour d'aujourd'hui, je peux le dire et garantir que l'éducation conditionne l'homme chinois positivement. Lui apporte, lui développe en lui tout ce qu'il faut pour qu'il aille et pour qu'il soit maître de lui et pouvoir aller chercher ou développer ce qu'il veut. Maintenant, en Afrique, est-ce que c'est le cas? Moi, particulièrement, je peux répondre non. Particulièrement, vu mes enfants, le regard sur mes nièces que j'ai laissées ici, et vu ce que j'ai vécu avant que je ne parte d'ici, et ce que j'ai vécu là-bas avant de revenir ici. Et je reviens aujourd'hui en courant pour dire, voilà ce que je peux offrir pour pouvoir élever ou éveiller ceux qui sont là. Donc tout va, ça dépend de quel pays nous parlons. Alors nous ici, on a une approche universaliste. Ça veut dire que les enfants, que ce soit les enfants africains, européens, américains ou asiatiques, c'est tout ce qui nous intéresse ici, à la base. Alors, Monsieur Ndouk, penseur libre, on a parlé ici de la première de couverture, mais maintenant, on va s'interroger au texte. Et d'ailleurs, Pugala a parlé de ces intellectuels africains somnifères qui servent naturellement la cause de l'Occident. Il a cité des noms. Je parle ici sous le contrôle de Pugala. Il a parlé de Kamaralai. Donc les programmes, dont les œuvres ont été imposées à tous les pays, à presque tous les pays francophones d'Afrique noire. Et Pugala continue en disant que Kamaralai, qui était mécanicien, on le dit ainsi, ne pouvait pas avoir du temps pour écrire des livres. Et il a été... il faut le dire, il a reçu un prix en 1954 depuis la Suisse. Il estime donc qu'il n'a que fait l'apologie de la colonisation, donc au service des colonisateurs. Pour ce premier jet, je m'en voudrais vraiment d'aller immédiatement mettre le pied dans la fourmilière du nouvel ordre mondial concernant le système éducatif. Je ne répondrai pas de même aux problématiques pour ce premier jet liées aux couleurs et au conditionnement du produit commercial qu'est le livre, parce qu'il faut dire que le livre, lorsqu'on parle du livre, on parle de l'édition qui est une industrie. Pour ce premier jet, je ne vais pas aborder cette problématique. Je vais dire quelque chose de très important. Il ne faudrait pas que dans ce débat, on passe tout à côté de cet aspect. Quelle que soit l'ère géographique, quel que soit le contexte sociologique, le système éducatif et le manuel scolaire, en réalité, essayent de répondre. Le manuel scolaire transmet deux éléments fondamentaux. On pourrait dire donc que c'est un diptyque ou un triptyque s'il faut ajouter le savoir-faire. Alors, le premier élément, c'est le savoir savant, l'instruction. Ça, c'est la vocation. Ce qui nous intéresse ici, nous allons un peu vous recadrer parce que le thème directeur, c'est conditionnement mental par l'éducation et non un débat sur l'édition. Monsieur Amougou, c'est déjà. Permettez-moi de vous restituer. Vous n'avez pas encore. Merci, il faut que vous me permettiez de Alors, développer ma pensée. Oui, mais répondez aux questions qui vous sont posées sans nous imposer votre développement. La question qui vous a été posée a été suffisamment claire. Parce que l'émission a déjà suffisamment avancé. Je vais répondre à votre question, mais à la chute de mon développement. Pour dire ceci, en réalité, le système éducatif, mais on a donné suffisamment de temps tout à l'heure aux autres pour qu'ils parlent. Je dis, le système éducatif est tributaire. Ce que je veux dire, c'est que il faut prendre en compte les éléments liés à la norme, les éléments d'axiologie lorsqu'on parle du système éducatif et du manuel scolaire. Par le manuel scolaire, on veut transmettre des valeurs, des codes et des modèles de comportement. On veut construire le surmoi. Et vous remarquerez qu'en réalité, par rapport au système de valeurs qu'on veut construire et qu'on veut transmettre à l'apprenant par le système éducatif et par le manuel scolaire, on va user donc de ce que vous avez dit. Il y a l'écriture, le contenu didactique, et il y a maintenant ce qu'on appelle la pictographie, c'est-à-dire les images. On ne peut pas parler de l'édition, on ne peut pas parler des livres sans parler de la dimension liée aux images qu'il y a dans le contenu pédagogique. J'en viens, je vous ai dit, je vais chuter et je vais répondre à votre question. Alors, il se trouve qu'en réalité, le manuel scolaire est tributaire en réalité de la vision politique gouvernante.
subtilement. Ça peut être moins évident pour certains, mais c'est le cas. Je vais l'illustrer. Vous avez constaté que pendant la période du nazisme en Allemagne, l'école, au travers des manuels qui avaient été conçus, était totalement tributaire, était totalement tenu en laisse par la propagande du système et du régime nazi. Ça a été la même chose avec le régime communiste instauré par les bolcheviks en URSS dans les années 1917, 1918, 1919. C'était le cas, par exemple, avec le Duce. Mussolini, dans sa dictature, monsieur Jean vient, je vais répondre. Alors, pour vous dire, je vais vous montrer où se trouve la manipulation. Monsieur Ndouk, oui. Monsieur Ndouk, c'est un plateau qui est suffisamment respecté. Alors, lorsque nous vous posons des questions, vous n'allez pas nous imposer votre façon de voir. Merci d'être théologien libre, mais de répondre aux questions, ça aidera aux téléspectateurs. La question qui vous a été posée, Pougala a dit, les Africains sont des intellectuels somnifères. Il a pris l'exemple de Camara Lai, c'est la question qui vous a été posée à travers ses textes et ses ouvrages. L'enfant noir, il faisait l'apologie du colon. Voilà la question qui vous est posée. Bien, puisque vous êtes impatient, je serais donc obligé de faire la chute sans avoir fait le développement. Donc, du coup, justement, quand je disais tout à l'heure que l'éducation était tributaire de la vision politique, vous retrouverez justement que sur le plan historique, l'histoire, justement, disait quelqu'un, est biaisée. On vous dira justement que selon le... Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci. Vous allez chuter en 40 secondes. Merci. Docteur Etundi, lui, voudra vous apporter ajouter de l'eau à votre verre. Docteur Etundi, Pougala a parlé de ces intellectuels somnifères africains. Il a parlé de Camara, l'enfant noir, qui a eu un prix en 1954 du côté de la Suisse. Et il a estimé, Pougala, qui est d'ailleurs encore vivant, qu'il était au service du colon, en faisant l'apologie du colon dans ces manuels qui ont été imposés dans notre système éducatif. Une question que le théologien Ndouka a eu beaucoup de mal à répondre. Oui, mais nous allons déjà dire que Pougala est un stratège. Un stratège, et c'est la dimension qui manque le plus à l'éducation. Lorsque vous n'avez pas des notions de stratégie, vous pouvez avaler toutes les couleuvres qu'on peut imaginer. Voilà pourquoi on nous a imposé des ouvrages comme ceux-là, qui, en quelque sorte, même s'ils ne faisaient pas l'apologie du blanc, en tout cas, ne jetaient pas le trouble, ne nourrissaient pas la contestation. Parce que cet ouvrage est particulièrement insipide. Il ne remet pas en cause le système tel qu'il a été mis sur pied, le système colonial et le système post-colonial. C'est de ça que parle M. Pougala. Et nous pouvons comprendre qu'il fallait être aussi tiède que Camara Lai l'a été dans son ouvrage pour pouvoir passer aux yeux du pouvoir colonial. Ça, au moins, c'est clair. On ne va pas chercher ça très loin. Lorsqu'il dit c'est des intellectuels somnifères, pourquoi? Parce que l'intellectuel a la vocation, justement, de susciter, en quelque sorte, la remise en question. Il aime aller plus loin en parlant de Ampateba, il a parlé de Cheikh Hamidou Kane, il a parlé de Cheikh Anta Diop. Oui. Et là, ce stratège, peut-être a tapé le pied dans la fourmilière. Pourquoi dans la fourmilière? Parce que tous les noms que vous venez d'évoquer, vous allez voir que ce qui les caractérise. Pendant qu'ils vantent le modèle africain, ils sont tous mariés à des blanches. Excusez-moi de le dire, je ne dis rien de ils vivent raciste. tous là-bas. Mais au moins, je dis qu'il y a une discontinuité dans à la fois le discours et le comportement, l'attitude. Et ça, on peut le dénoncer. Mais on peut aussi le comprendre. Pourquoi? Parce que c'était un contexte très précis où il s'agissait pour eux de s'affirmer dans la sphère, j'allais dire, intellectuelle européenne. Et donc, nécessairement, il fallait essayer de démontrer qu'on est de toute façon européanisé grâce à son conjoint. Pourquoi avoir choisi l'éducation pour passer ce message ou pour imposer ce conditionnement mental quand on sait que nous sommes tous abreuvés dans les écrits d'Ampateba, de Cheikh Hamidou Kane, de Camara Lai, l'enfant noir, je ne sais pas quel est l'Africain, bien sûr des années 80, à mon temps ou peut-être un peu plus, qui n'a pas parcouru, dont les textes n'ont pas été imposés lors de la lecture suivie, lecture expliquée, lecture méthodique. Ben voilà le problème. Il s'est agi, et vous verrez que les stratèges
les stratèges de cette reproduction font quoi? Les stratèges font que il est question d'instaurer des programmes qui ne débordent pas un certain niveau de conscience. On voudrait qu'il y ait en quelque sorte une standardisation de la pensée. Exactement. Voilà pourquoi... Un conditionnement. Ben oui, c'est un conditionnement. C'est-à-dire qu'il est question que tout le monde apprenne Kamaralai et on se laissait bercer par les récits qu'il faisait de sa réalité domestique sans qu'il y ait un seul élément qui puisse susciter la remise en cause du système. Alors ici, avant de passer la parole à Todd, est-ce que dans l'exercice qui est le nôtre ce soir et que nous menons depuis quelque temps, conditionnement mental par l'éducation, ces autres stratèges n'ont pas profité du nom de Kamaralai africain, du nom de Cheikh Anta Diop africain, du nom d'Hamidou Kane Cheikh Hamidou Kane africain, Ampateba africain, pour introduire des données métalinguistiques dans l'infratexte. Ça, on va le comprendre. Je tenais à dédouaner un personnage, un auteur, c'est Cheikh Hamidou Kane. Hein. Au moins à son niveau, on a vu des problématiques très philosophiques avec son concept d'aventure ambiguë. Au moins, avec lui, on a commencé à réfléchir, contrairement à Kamaralai et consorts. Le problème des personnages, des icônes de la pensée intellectuelle, si je peux me permettre de le dire ainsi, africaine. Je voudrais sortir rapidement de ce contexte africain, mais on ne peut pas l'éviter. Les icônes de la pensée africaine ont eu un discours double. Et justement, cette duplicité se retrouve dans leur mode de vie. Vous allez parler de Cheikh Anta Diop. D'accord, on va dire tout ce qu'on veut, mais c'est quand même l'homme qui allait chercher le doctorat à la Sorbonne. C'est-à-dire que je suis africaniste, je tiens à mes valeurs. Contrairement à Todd qui mène ses travaux hors de... Non, tu ne peux pas. Non, attendez, non, soyons sérieux. Vous ne pouvez pas faire un travail doctoral sans avoir un background bibliographique sérieux. Sinon, ce ne sera soutenu nulle part. C'est-à-dire que on veut que tu fasses une revue de littérature où tu vas citer tous les auteurs qui ont évoqué ton thème. Sinon, ça ne passe pas. Ça vraiment, je dis, parlons là la grammaire de la recherche scientifique universitaire. Vous ne pouvez pas. Oh, c'est les auteurs. Vous vous inscrivez sur ce que les autres ont dit. Il n'y a pas d'indépendance. C'est partant de ce que les autres ont dit que vous pouvez arriver à développer donc quelque chose qui vous ressemble, mais qui devra encore être consolidé même par les thèses qui ont été énoncées avant vous. Ça, vous ne pouvez pas vous que Todd devra citer ces mecs de l'égyptologie? Non, s'il vous plaît, il le sait. Occidentaux. Il le sait, et ce n'est pas seulement lui, parce que ça ne se joue pas à son niveau. Nous tous, nous avons été baignés à cela, et lorsque vous faites une thèse sérieuse, vous devez avoir au moins une centaine de livres que vous citez. Une centaine. Donc, n'allons pas bluffer le monde entier en disant que je suis libre en doctorat, j'ai arrêté en licence. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que la recherche scientifique universitaire est caporalisée. Il y a une façon de faire. Il y a des codes qu'on doit retrouver dans votre travail. S'ils ne sont pas là, vous n'êtes pas admis à soutenir. Et moi, je dis, on n'a pas besoin, lorsqu'on veut défendre des valeurs qu'on qualifie d'africaines, d'aller chercher un doctorat qui entre dans un paradigme occidental. D'accord, merci. C'est très flagrant comme contradiction, mais bon, il y a des gens qui acceptent le paradoxe, mais c'est très... Merci, docteur Etundi, ça a été entendu. Todd, on va essayer de revenir sur Pogala, qui a placé sous le feu des projecteurs certains intellectuels africains qui qualifient de somnifères. Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kane, Ampateba, qui ont été cités, pas par moi, mais par Pogala, et Kamaralai est la cerise sur le gâteau, où il dit que dans les écrits de Kamaralai, c'était un appât pour endormir davantage l'Africain à accepter sa condition qu'il vivait par rapport aux colonisateurs. Contrairement aux propos de Pogala, qui mélange tout dans le même pot, on pourrait lui accorder des auteurs comme les trois petits sireurs, Kamaralai et Cheikh Hamidou Kane, c'est-à-dire que ceux qui font l'apologie de l'idéologie occidentale, l'esclavage, qui montre que le petit nègre complexé entre sa tradition et ce qu'on lui présente comme modèle supérieur, c'est-à-dire le modèle occidental, se retrouve en croisée de chemin. Contrairement aux thèses des illustres penseurs et des véritables chercheurs comme Cheikh Anta Diop
et Amadou Ampateba, qui non seulement abordent la question de culture, mais vont au-delà de la culture pour présenter l'historiographie, pas seulement de l'Afrique, mais de toute l'humanité. Mais en allant même jusqu'aux thèses cosmologiques, parce que la thèse d'Ampateba, notamment le grand sage de Badiangara, ce sont des thèses cosmologiques. Ce ne sont plus des histoires de culture. Donc ça va déjà dans le domaine de l'astronomie. Donc on ne peut pas mêler Cheikh Anta Diop et des ouvrages comme Ampateba. Si on revenait sur celui dont vous citez là, Cheikh voilà. Anta Diop, qui est pratiquement le père de la pensée de la Renaissance africaine. Oui. Alors ici, Dr Tunde a quand même relevé quelque chose. Oui. Lui qui... il a obtenu le doctorat, il a obtenu le doctorat à Sorbonne, oui. Contrairement à d'autres qui pensent qu'il n'a plus rien à voir. Et Dr Tunde vous dit qu'il pleuve ou qu'il neige, vous citerez ces auteurs pour légitimer votre travail. Bon, il faut d'abord préciser une chose, c'est que lorsque l'enfant naît d'un père et d'une mère, on lui impose une vision. Il ne s'autonomise que lorsqu'il s'avise et qu'il devient conscient. Ce n'est que dans cette mesure qu'il peut s'émanciper de ce qu'on lui a proposé comme modèle au début. Ce n'est pas moi qui suis le recteur de l'université de Yaoundé 1. Ce n'est pas moi qui suis mon directeur de thèse. Ce n'est pas moi qui suis le chef de département de l'université de Yaoundé 1. Donc il y a tout un ensemble de canons qui est arrêté. Maintenant, quitte à moi de suivre mon cheminement, bien qu'en m'appuyant sur la supposée méthodologie qu'on a imposée à l'école doctorale, je veux dire à l'école doctorale, c'est-à-dire master et doctorat, mais alors, il faut poser un équivoque. C'est que il y a des précurseurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui inaugurent des domaines de pensée. Est-ce qu'on peut comprendre que Todd a été conditionné et qu'il sera encore conditionné pour satisfaire le maître? Je ne peux plus être conditionné. Où je suis. Je ne peux plus être conditionné. Docteur Etundi dit que pour être docteur comme lui, non, tu passeras. C'est lui, docteur Etundi, a soutenu dans les lettres. Moi, je suis métaphysicien. C'est-à-dire que lorsque je suis entre tous les travaux, le travail est même déjà achevé. Donc, ce travail ne repose pas seulement Qui sur... devra donner son quitus? Je permettez que je précise certaines choses. Ce travail ne repose pas seulement sur les livres, mais sur des iconographies et des données sur le terrain. Ça veut dire que qui donnera son quitus? Celui qui donne le quitus tient compte de toutes ces méthodes de recherche. C'est-à-dire, il y a la recherche sur le terrain, il y a les livres. C'est-à-dire, les gens ont écrit sur une thèse, mais tu viens déconstruire ce qu'ils ont dit en apportant quelque chose qui va au-delà, ou tout au moins qui approfondit, ou qui va à porte-à-faux avec ce qu'ils ont proposé. C'est la raison pour laquelle la recherche introduit la notion de créativité. La recherche n'est pas un conditionnement. Il faut préciser, tous les étudiants qui sont en cycle master, en cycle doctorat, sont supposés être dans le sillage de la créativité. Mais ceux qui passent le temps dans le mimétisme ne peuvent pas être appelés des véritables intellectuels. Et c'est la raison pour laquelle la productivité et la créativité demeurent le véritable parangon et paradigme des véritables intellectuels et érudits. Monsieur Ndouk, on va revenir à vous en parlant bien sûr au-delà de la forme. La question que nous vous posons maintenant est percer le mystère infratextuel. Qu'est-ce qui se cache dans les œuvres? Le contenu qui n'est pas perçu par le liseur ou le lecteur néophytique. Bon, du coup, si vous permettez, je vais revenir un tout petit peu, même sur 30 secondes ou une minute, sur... je dis ceci. Tout à l'heure, quand je disais qu'en réalité, il y a un problème d'ordre politique, d'ordre historique, justement, les intellectuels que Dr Pougala fustige sont tributaires du courant dominant, du courant impérial. Et ils ne peuvent donc avoir un rapport à la science et un rapport à l'histoire qui n'est que dicté par le courant dominant. Vous remarquerez que justement dans le cadre en question, ici, nous on a fait tout notre enseignement primaire et secondaire, universitaire au niveau du pays, mais on parle moins de nos héros sur le plan des problématiques liées par exemple à la colonisation. Je sors. C'était pour dire que je devais chuter là. Bien, maintenant je reviens donc à votre question du moment. Pour dire qu'en réalité, au travers de ce qui est écrit, il y a des constructions mentales qui se font au niveau du psychique et de l'apprenant. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir des pictographies. Au travers de ce qui est dit, ce qui est vocalisé, des constructions mentales se font.
Et il se trouve qu'en réalité, bien de construction mentale se font sur des choses qui n'existent pas. Quand on vous dit, dans le système éducatif, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, Christophe Colomb a découvert les Amériques. Mais c'est d'une fausseté incommensurable. Christophe Colomb n'a jamais découvert les Amériques, mais on nous l'a fait copier. Je ne sais combien de fois pendant notre parcours scolaire. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le mystère infratextuel? Ça veut dire que l'ouvrage te propose un texte qui, à première lecture, semble un texte éducatif, mais dans le métalangage, Oui. c'est un texte qui plonge ou qui amène quelqu'un dans une... qui déprave. En Et un voilà. mot. Donc, du coup, on peut en arriver donc à dire que dans votre questionnement, vous posez la problématique donc des messages subliminaux dans le texte. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous constaterez que, notamment, par exemple, déjà en poésie, on peut écrire une poésie avec des acrostiches. On peut encoder des poésies avec des messages subliminaux, des acrostiches subliminaux à l'intérieur du texte. Comme bien évidemment en ce qui concerne les images elles-mêmes, la pictographie, pour soutenir en réalité la transmission du savoir, pour soutenir un module d'enseignement, on peut avoir des choses qui au premier abord, au premier contact visuel ne se voient pas, mais qui iront quand même tout de même se graver dans le subconscient de l'apprenant. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de but en blanc perceptible par tout le monde, parce que justement l'enjeu n'est même pas que ce soit perceptible, et c'est là. Et ce qui va donc s'insérer dans le subconscient va ricocher en réalité sur le conscient et créer une dynamique de la commande sur le comportement maintenant conscient de l'apprenant. Ce type de message-là. Et il va se retrouver à faire des choses qu'il croira faire de son propre chef, et pourtant en réalité le système éducatif au travers de ces insertions textuelles aura simplement permis de programmer l'individu. L'apprenant en question. Et Maître Brana, on va revenir sur ces messages qui passent à travers l'éducation. Et d'ailleurs, un autre stratège disait, pour détruire une nation, pas besoin de guerre, pas besoin de prendre des armes. On passe par le système éducatif et la spiritualité pour aliéner une nation, un continent, un peuple. Très bien. Nathan, ça, je ne sais pas qui c'était, mais je lui tire mon chapeau parce que ça vient retomber bien évidemment dans le verre de ce que je notais encore ici. Bien évidemment, comme je l'ai dit une fois sur ce plateau, l'homme qui aujourd'hui recherche sa spiritualité, en fait, veut dire qu'il a été endormi, ou comme nous qualifions comme Pogala qualifiait nos intellectuels. Intellectuels somnifères. Voilà. Être intellectuel ne veut pas dire être éveillé. Qui dit être éveillé veut dire connaître qui on est. Et donc, si nous pensons que le peuple africain est endormi, ou alors que beaucoup de monde, 97% de personnes dans le monde sont endormies, nous entendons donc que ce qu'on met devant leurs cinq sens sont somnifiants. Et c'est donc le cas, c'est que nous pouvons constater que par l'éducation, nous endormons le monde. Alors, par rapport aux textes qui peuvent passer devant l'être, je vous donne un exemple simple. J'arrive aux États-Unis et les premiers cours que je dois prendre pour apprendre l'anglais, je suis complètement francophone. Les premiers cours, la classe pour apprendre l'anglais, on nous apprend d'abord, premier cours, l'assimilation. L'assimilation aux Américains. Et dans le cours à l'assimilation, on nous apprend comment vivre comme l'Américain, comment fonctionner en Amérique, etc. Comment saluer, comment dire bonjour, comment être comme eux, quoi ne pas faire et quoi faire. Ça veut dire qu'on t'apprend à ne plus dire au TEP. Voilà. Qui est le tout contraire de ce que j'ai vécu en Afrique. Et donc, du coup, avant de passer au deuxième cours, je connais déjà comment me comporter avec mon voisin quand j'arrive à la maison. Je connais comment me comporter quand j'arrive en classe. Je connais comment m'asseoir. Je connais déjà l'histoire de l'Amérique qui dit que l'Amérique appartient aux Américains, qui dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Je connais que les Américains sont forts, sont puissants et qu'ils ont toujours gagné. Je connais que l'Américain a tout et que le capitalisme, je suis venu et je peux avoir tout ce que je veux quand je veux si je travaille dur. D'accord? Rêve américain. Voilà, rêve américain. Donc, ça, c'est la première classe en anglais qu'on m'apprend, mais je suis venu apprendre l'anglais. Ok, tu pars apprendre l'anglais, mais de manière subtile. Le premier cours, on t'impose déjà l'assimilation. L'assimilation. L'assimilation à l'américain. Et je vous le dis, ça te marque et tu deviens nouveau. On appelle ça te conscientiser, te reprogrammer à leur niveau, ce qu'ils veulent, à leur standard. Et je le suis devenu.
Alors, c'est donc le contraire, par exemple, à nos pays. Supposons nos frères tchadiens arrivent ici, ou nos frères maliens, supposons. Quand ils viennent à l'école, est-ce que nous les conditionnons à penser comme la société camerounaise ou pas? Non. Et donc, c'est dans ce sens que je peux dire, Nathan, alors, ce que vous avez subi oui, est bien ou pas? si c'était bien ou pas, c'était bien pour la société américaine. Ça a permis que quoi? Que nous vivons en cohésion, que je vive dans le même état de conscience et vibratoire que eux et qui permet dans la société de regarder chacun, tous donc, vers un même rayon et que nous ne vivons pas en rang dispersé. Car ici, il est question de conscientiser ceux qui arrivent avec la même doctrine, la même éducation, la même façon de penser, afin que nous convergeons vers le même noyau. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ayant fait les universités, etc. J'étais dans la même lancée et tout le monde au campus comme de la même manière. C'est le bonjour à chacun, c'est le etc. D'accord? Et on ne parle presque plus de notre culture. Nous parlons tous du rêve américain. Nous arrivons au campus fiers, heureux, parce que nous avons le même langage et le même standard. Voyez-vous? Donc, pour tout dire, ce qu'on met devant l'homme, a priori, à savoir par l'éducation de l'enfant à la crèche jusqu'à la CIL, au cours moyen 2 jusqu'en terminale, sont les péripéties qui pourront dresser sa conscience, la recadrer en bien ou la recadrer en mal. Donc, nous devons faire attention à ce que nous regardons, nous entendons ou encore que nous goûtons. En tout cas, tout ce qui passe par nos 5 sens est ce qui conditionnera notre avenir, car elle va s'asseoir dans notre paradigme. Et c'est le paradigme qui dicte dans le subconscient ce que nous allons prendre comme décision dans nos vies. Soit que nous soyons endormis ou que nous soyons éveillés. Et si nous pensons que le peuple africain est endormi, c'est que l'éducation quelque part a échoué. Merci, Père Minkala. Je rappelle ici que vous avez plus d'une casquette. Les milieux scolaires ne vous sont pas étrangers. Alors, et vous avez passé pas mal de temps du côté de l'Espagne. Un témoignage vivant de Maître Brana qui ne fait que faire des témoignages. D'abord, elle a été endormie à l'église. On lui a proposé pas mal de choses, des maris, de l'argent et tout ça. Maintenant, aux États-Unis, on a javelisé, on a lessivé, on a toiletté son cerveau et on a réintroduit des données. Américain. Elle a été rebaptisée. Bon, alors, vous formatez. À travers l'éducation. Oui, je voudrais d'abord revenir sur les déclarations de Jean-Paul Pougala, s'il s'agit de lui, le professeur de géostratégie africaine. Je crois qu'il n'est pas louable d'éviter de telles déclarations à l'égard des intellectuels africains. Lorsqu'on les qualifie de somnifères, je crois qu'on ne les connaît pas. Nous avons des intellectuels africains qui sont respectés dans le monde entier. Je parle même des vivants. Le professeur Jean-Tabi Manga, nous avons un Africain à la NASA. Parler, dire que les intellectuels africains sont des somnifères. Il n'a pas de tous les intellectuels, hein. Il a cité quand même des noms. Bon, même les noms qu'il a cités, je crois que c'est une déclaration vraiment qui me paraît un peu maladroite. Alors, en ce qui concerne le texte, lorsque le texte, il y a ce qu'on appelle le sens littéral. C'est-à-dire que tout le monde, en le lisant, peut comprendre ce qui est dit dans le texte. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle l'exégèse du texte. Un enfant de 6e, un enfant de moyen 2 fera cet exercice. Bon, alors, cet exercice, un enfant de 6e ne peut pas le faire. Voilà pourquoi l'enseignant est devant lui, le maître est devant lui, pour que, en lisant le texte, s'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, que l'enseignant lui explique cela. Parce que l'enfant ne peut pas tout comprendre, c'est pour cela qu'il a un maître devant lui. Donc, chaque texte a plusieurs sens. Ça dépend du lecteur. Si le docteur Etundi lit par exemple un livre de géographie, il va aborder ce texte d'une façon particulière. Il peut, à partir de ce texte, faire plusieurs interprétations. Alors, mon père, vous gardez la parole. Hein. On a quand même constaté, il y avait un éditeur à Thiers, nous l'avons connu, et qui a disparu par alchimie, je ne sais pas par quelle alchimie. Les livres de physique, par exemple. Qui nous présentait quand même l'Afrique, qui nous présentait certaines civilisations. Alors, lorsqu'on parcourt quand même les livres de philosophie, ou même les livres de géographie, on nous parle des Alpes. Qu'est-ce qu'un Africain, un jeune Africain de 5e, un enfant de 5e,
a à voir avec les Alpes, un jeune Africain? Bon, alors, je répondrai à la question en disant On lui parle des Germains, on lui parle... oui. Cela veut dire que nos enseignants, nous, comme enseignants africains, camerounais, nous devions nous mettre au travail. Parce que nous voulons exploiter le travail des autres. Alors, si nous exploitons le travail des autres, il faut comprendre ça comme étant des clés qui nous ouvrent des portes pour que nous nous mettions au travail. Un enfant, lorsqu'on lui parle de la géographie de la France, par exemple, il doit comprendre que ce sont des canons de base. Ce sont des bases qu'on lui donne pour qu'il soit autonome. Alors, maintenant, avec ces bases, il va donc alors étudier sa propre géographie, la géographie de son pays. On ne lui impose pas. C'est pour cela que je dis que l'école ne conditionne pas. L'école libère. Parce que l'école vous permet d'acquérir des vérités qui vont vous rendre libre, qui vont vous rendre autonome. Merci. Alors, M. Ndouk, entre pasteur ou libre penseur, on choisira un, on laissera l'autre. Merci M. Ndouk de pas être désagréable vis-à-vis des téléspectateurs. Non. Merci. La question est de savoir, lorsqu'on enseigne à un Africain les Alpes, à un jeune Africain, les bolcheviks, le Tchad de Russie, la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que... alors qu'il est ignorant des réalités existentielles de son propre village, de sa propre région, de son propre pays. D'ailleurs, le chef de l'État, on peut saluer son initiative, la réécriture d'un livre qui retracera fidèlement l'histoire du Cameroun, écrit par les intellectuels camerounais. Un peuple coupé de son histoire est un peuple perdu. Et justement, comment on en arrive-t-on à concevoir de tels ouvrages? D'où l'enjeu politique dont je parlais. Parce que l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs. Et justement, vous allez remarquer, outre l'exemple que vous avez pris, lorsqu'on nous parle de la Première Guerre mondiale, est-ce qu'on nous a donné effectivement les causalités, jusqu'aux causalités inavouées sur le conflit en question? Lorsqu'on nous parle des Alpes, c'est totalement déconnecté de nos réalités. Justement, on veut nous reprogrammer mentalement pour que nous soyons dépendants des idéaux. Parce que justement, la vocation aussi de l'éducation, c'est de transmettre un certain nombre d'idéaux à l'apprenant. On veut donc nous paramétrer, si je puis utiliser le langage informatique. On nous conditionne pour que nous exaltions des idéaux qui ne sont pas les nôtres, pour que nous soyons des gens extravertis. Or, nous avons besoin d'être introvertis. Je parlais tout à l'heure dans mon intervention de nos héros qu'on ne nous permet pas d'exalter, de présenter historiquement, de magnifier. Ici, lorsqu'on parle de la colonisation, lorsque vous mettez du côté du colonisateur, il met du bémol, il va vous dire « Ah, c'était une mission civilisatrice, etc. » Ils vont tout faire dans leur système éducatif pour ne pas présenter le caractère hideux de cet acte qui est un crime. Mais lorsque vous allez vous mettre dans notre posture, nous qui avons été colonisés, vous allez vous rendre compte que c'est des affres qu'on a commis et qu'en réalité, on devrait raconter l'histoire en question sous le prisme de la vérité factuelle et en présentant véritablement les héros qui ont combattu pour notre indépendance. Or, dans le système éducatif, en tout cas pour ce que j'ai vu jusque-là, ce que j'ai vécu, on ne raconte pas assez l'histoire de nos héros, ceux qui ont voulu véritablement nous libérer dans le cadre de l'histoire de la colonisation, les Oumyobé, les Mouniers, etc. On ne parle pas suffisamment, en tout cas à mon sens, on ne parle pas à suffisance d'eux. Je regrette. Alors l'émission ne fera pas une fixation sur nos héros. C'est un aspect. Mais voilà, étant donc un aspect, la question, une autre question est donc celle de savoir pourquoi on nous impose, on impose donc à certains, que ce soit les Amérindiens, l'expression sauvage qui a été sémantiquement chargée. Le mot sauvage veut dire ce qui est justement à l'état brut. Ça veut dire que Nathan Amougoué sauvage, tant qu'il n'a pas choulé ses cheveux, il est sauvage. Nathan Amougoué sauvage, tant qu'il n'a pas, il n'a pas dépigmenté sa peau, il est à l'état brut. Mais le mot sauvage, tel que perçu par celui qui nous a enseigné, propose une autre réalité. Monsieur Amougou, vous faites bien de le relever. Parce que finalement, lorsque vous parlez de la réalité amérindienne, qui est le sauvage, n'est-ce pas le génocidaire qu'on qualifie comme étant celui qui a découvert les Amériques? Or, il a été un génocidaire. Il a procédé à la mort de
plus de 100 millions d'Amérindiens. Alors, s'il faut regarder sur le prisme de la morale, c'est qui le sauvage, qui a ensauvagé, on pourrait dire qu'en réalité, c'est Christophe Colomb. Parce que c'était des peuples qui vivaient une certaine réalité, avec des coutumes, des us qui étaient les leurs, et on a placé sous le sceau de la civilisation ce qu'on les a fait subir, qui n'était nul autre chose qu'un génocide sanglant. Et c'est de ça qu'il s'agit. Or, lorsqu'on va nous raconter, vu sous le prisme du dominant, du vainqueur, l'histoire en question, on ne va pas raconter ce que les affres de ce génocide, le caractère hideux de ce que Christophe Colomb a fait aux Amérindiens. Le patrimoine culturel qu'il a décimé, les vies qui ont été brutalement ôtées, l'esclavage sexuel. D'accord, merci. Hein. On reste dans le conditionnement mental et dans la phase et non la phase historiographie. Avec vous, Toth, si on revenait sur les programmes de philosophie, à partir de la seconde jusqu'à l'université, la philosophie qui est quand même l'initiation à l'esprit critique. Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que la philosophie n'est pas fonction des paradigmes, des cultures et même des sociétés? Pas seulement la philosophie, mais même les sciences supposées être dures. Parce que les orientations dans les laboratoires de recherche, dans des centres de recherche, que ce soit dans les sciences humaines, que ce soit dans les sciences supposées être dures, il y a toujours un sous-jacent idéologique qui sponsorise les recherches et qui oriente les recherches dans un sens comme dans un autre sens. Donc, il y a d'abord ce sous-jacent idéologique qui motive la recherche. Maintenant, les manuels de philosophie, lorsqu'on prend par exemple le cas de l'Afrique, les auteurs qu'on nous présente, c'est soit des penseurs grecs, soit des penseurs, donc grecs, c'est-à-dire de l'Antiquité helléniste, soit des penseurs européens, c'est-à-dire de la période de la Renaissance et de la période moderne et contemporaine, notamment Descartes, Kant, je ne sais pas, Nietzsche. S'il vous plaît, monsieur le prêtre, permettez-nous de développer. Et vous n'allez pas quand même... Donc, Jean-Paul Sartre et autres. Maintenant, lorsqu'on nous présente les quelques penseurs supposés être africains, c'est ceux qui critiquent même l'alternative au modèle de pensée qui pourrait proposer une autre vision à cette pensée qu'on nous propose. On va donc nous présenter, par exemple, des Njomolé, qui sont des... Je ne vais pas employer des expressions, tout au moins des penseurs qui vont dans le même sens que les courants qu'on vient de citer. Mais on va empêcher de lire Théophile Obenga, qui est un philosophe. On va empêcher de lire les autres philosophes africains qui proposent une alternative au modèle de pensée qu'on propose dès la classe de seconde jusqu'à l'enseignement supérieur. Est-ce que vous avez parcouru les philosophes perses ou les philosophes je connais l'enseignement hindou ou même indien? Bien évidemment, je connais l'enseignement de Zoroastre, le masdéisme ou le zoroastrisme. Je connais le taoïsme de Lao Tzu. Je connais de Chuang Tzu. Je connais le confucianisme. Je connais le yoga, la bhakti, le jaïnisme, le samkhya, le bouddhisme, l'hindouisme. Je connais tous ces courants philosophiques. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me jeter les fleurs, mais j'ai toujours été un esprit curieux de me dire, mais en dehors de ces mouvances qu'on nous présente, n'y a-t-il pas eu des penseurs en Asie? N'y a-t-il pas eu des penseurs en Afrique? N'y a-t-il pas eu des penseurs en Amérique du Sud? Pourquoi est-ce qu'on nous impose des Descartes, des Kant? Voilà donc la problématique de fond. Pour revenir donc en disant qu'il y a une problématique qui est très grave, c'est que les enseignants n'ont pas de choix, mon frère. Les enseignants n'ont pas de choix dans la mesure où ils sont obligés de suivre un programme qui est élaboré et qui leur est imposé. Voilà la problématique. C'est ça le fond. C'est-à-dire que l'enseignant ne peut pas choisir parce qu'on lui impose une bibliographie, on lui impose un programme, on appelle les AP, on appelle ça quoi? APP, APE, APC, tout ce que vous connaissez. C'est-à-dire que lui, il est juste là. Parce que même dans les écoles de formation comme l'école normale, on les forme dans le sens là. Et je voudrais donc terminer. Vous tirez sur tout désormais. Je ne tire pas sur tout. Je dis, il y a quand même des grands professeurs, c'est-à-dire ceux qui ont quand même transcendé cette dimension d'imposition, qui ont proposé des alternatives. C'est la raison pour laquelle il y a tout un département à l'école normale intitulé Langue et culture camerounaise. Ça, c'est une innovation qu'il faut applaudir.
avec, comme l'autre dit souvent, avec 4 mains. Mais je voulais achever en disant, votre préoccupation de fond, c'est que pour réussir à dominer à travers le texte, il faut qu'on vous propose des choses de manière cachée qui vont en contradiction avec l'éducation de base culturelle que vous avez reçue. Et c'est ces informations de base culturelle en contradiction avec les nouvelles informations que vous donne qui suscitent en vous la curiosité de vouloir découvrir du nouveau. Que ce qu'on vient de nous dire là, ça peut être même plus que ce que papa et maman m'ont appris. Merci. Alors, docteur Etundi, on a quand même vu un sachant, on a vu un courageux au Cameroun qui a décidé d'accompagner le système éducatif à travers une maison d'édition. Je pense, Voilà. Votre homonyme Etundi, Charles Etundi, son excellence Charles Etundi, dont les ouvrages nous ont bercés dans l'enfance et qui étaient peut-être de très bonne facture. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Vous prenez le micro, parce que vous... Excusez-moi, ce qui s'est passé est que... Est-ce que ces manuels étaient conditionnés aussi? Ils avaient une intention de tropicalisation de l'enseignement. Ah, oui. Parce que voyez-vous, en réalité, Nathan, l'école, il ne faut pas se leurrer, hein, l'école a 3 fonctions qui ont été dénoncées par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. L'école est un appareil idéologique. Appareil idéologique de l'État. L'école est un appareil de reproduction et l'école est un appareil de légitimation de l'État. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'école n'est qu'un appareil au service de. Ça, il faudrait le comprendre. Ça veut dire qu'il ne faut pas se leurrer là-dessus. Ça a été dénoncé. C'est pour ça que la semaine dernière, mon frère Michael avait pensé que j'étais en train de soutenir la reproduction. Mais non, je suis en train de dénoncer justement la reproduction. Parce que c'est vrai qu'on nous dit que l'école est un instrument de libération, mais Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron pensent que c'est un appareil. Et un appareil à 3 fonctions cardinales qui font que l'État donne de l'argent à l'école. Pourquoi? Pour pérenniser l'idéologie numéro 1 dominante. Pourquoi? Pour reproduire les comportements et que rien ne déborde. Il contrôle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être plus intelligent que le système. Numéro 3, c'est un appareil de légitimation. C'est ce que l'école dit qui est vrai. Tout le reste n'existe pas. Ce que Nathan Amougoupe dit sur le plateau, ça compte moins que ce que l'école peut attribuer comme compétence, comme attestation. Voilà le grand problème qui fait que, à l'heure actuelle... Alors, la question, pour abonder dans le même sens, en rappelant aux téléspectateurs que on y reviendra la semaine prochaine avec la suite de cette thématique. Alors, pour revenir, est-ce que c'est la raison pour laquelle des chercheurs comme Galilée ou même Copernic ont été combattus et même embastillés par l'Église. Il y a même, pour aller dans le même sens, un chercheur, pour tous ceux qui ont fait un peu, qui ont flirté avec la philosophie de l'éducation, avec un auteur qu'on appelait Ivan Illich, qui a pensé que la société devait même fonctionner sans école. Voilà. Parce que la vie elle-même est suffisante pour éduquer. La vie en elle-même. C'est-à-dire que c'est vous dire qu'il y a même déjà eu des extrémistes qui ont eu beaucoup de sympathie de la part des chercheurs en sciences de l'éducation. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que effectivement, tout ce qui ne va pas dans ce qu'on pourrait appeler la nomenclatura, il y a une nomenclatura qui pense pour nous, qui nous veut du bien, hein. Ça il faut le dire. C'est un instrument de libération, d'accord, mais libéré de quoi alors qu'on est dans les chaînes? Alors, vous avez parlé de ces moules en fabrication des zombies. Oui. En parlant de l'école. Parlant de l'école. En tant que didacticien, d'aucuns ont estimé que c'était suffisamment grave. Oui, ça l'est. Et nous en sommes conscients. Voilà, et le père. Effectivement, c'est suffisamment grave. Et lorsque c'est grave, ce n'est pas pour démissionner, c'est pour mener le combat. Il y a un combat, effectivement, si vous voulez, de déchaînement des consciences. Il y a un combat qui doit être mené pour que l'homme retrouve son autonomie. Et c'est le mot central que l'éducation actuelle n'arrive pas à donner à ses apprenants. On parle d'autonomie, mais cette autonomie est utopique. Parce que on ne peut pas donner les clés de l'autonomie à l'individu. Pourtant, c'est tout ce que l'homme demande. Par exemple, pour le système éducatif camerounais, comment vous pouvez penser qu'il y a
un seul programme à apprendre du nord au sud, de l'est à l'ouest. Un seul programme, ça correspond à quoi, Nathan? Il faudrait qu'on élabore les programmes d'après une analyse des besoins. Tous les Camerounais ne veulent pas apprendre ce qu'on appelle Christophe Colomb et consorts là. Alors la question que vous avez posée, pourquoi est-ce que la production de votre homonyme oui, a été stoppée? Elle a été Est-ce que stoppée c'était un foyer de libération? Non, c'était des lobbies qui ont vu que c'était une tentative de libération, d'autonomisation du Cameroun par rapport au lobby central qui est celui de la France. Donc, on l'a combattu et en quelque sorte, il fallait s'y attendre. Nous, on était surpris lorsqu'il menait ce combat en se demandant est-ce qu'il sait où il met les pieds. En tout cas, il nous a fait rêver et je pense que des modèles comme cela vont continuer malgré les résistances à être proposées aux Camerounais. C'est fatal parce qu'on ne peut pas vivre longtemps et éternellement sous le diktat des éditeurs français ou anglais de l'autre côté. Conditionnement mental par le système éducatif. Nous pensons que cette thématique rentrera en guerre la semaine prochaine pour vous permettre à vous, parents, enseignants et même gouvernants d'Afrique qui nous regardent en ce moment à travers le monde, de faire un choix, pas seulement pour l'Afrique, mais pour tous ceux qui ont des progénitures à préserver, un héritage à laisser. Alors, Maître Brana, on parlait ici de l'initiation à l'esprit critique qui est condamnée par ces centres de formation des zombies dit par, j'emprunte l'expression au docteur Etundi. Oui, bien évidemment, Nathan. Vous disiez tout à l'heure que vous avez posé la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qu'on enseigne en classe de philosophie, qui généralement prend encore en terminale, je crois première terminale. Voyez-vous, à partir de seconde maintenant. Voilà, voyez-vous, Nathan, l'être humain, la conscience humaine est recadrée du moment où l'enfant est dans le ventre, pour ne pas dire des zéros. Un jour, du premier jour qu'il est né jusqu'à 18 ans. C'est l'âge pour pouvoir recadrer la conscience de l'homme. Alors, si on ne l'a pas appris à l'enfant à avoir la conscience critique dès l'enfance et jusqu'à 18 ans, et qu'on lui apprend quelque chose à partir de 16 ans, il ne peut pas. Et voilà pourquoi tous nos élèves qui ont philosophé, par exemple en seconde, première, terminale, n'y comprennent rien, même quand on parle de la pensée, qui est l'élément crucial dans la formulation subtile de l'homme. La pensée qui est l'état même sur qui devait normalement mettre l'homme en lui. Nous n'apprenons pas cela. Et quand on vient leur ouvrir un livre en seconde terminale, l'enfant n'est pas en mesure de comprendre de quoi il est question. D'où, par contre, la plupart de mes élèves aujourd'hui, avec un master, se posent souvent quand je leur parle de la pensée, qui est ce qui crée leur réalité, ils se disent, mais j'ai appris ça en terminale, j'ai appris ça en seconde. Mais bien évidemment, ils n'étaient pas assez éveillés pour pouvoir comprendre ça, parce que les premiers 16 ans de leur vie ont été conditionnés à penser à l'extérieur et à être séparés de leur moi intérieur. D'où donc le frère Etundi ici dit que c'est de l'utopie que de dire que nous créons des personnes éveillées, l'éducation crée des êtres éveillés, mais que par contre, selon lui, elle est à reformatiser. Merci. Voilà. La semaine prochaine, on va essayer de continuer dans cette même lancée avec des propositions concrètes. Monsieur le théologien Douk. Je l'espère bien. Merci de cette invite. Et je tenais à dire que l'histoire est une discipline du champ de la connaissance. Et au travers de biais sur l'histoire, on peut faire de vous des suiveurs et des assujettis. Parce que justement, Christophe Colomb n'a pas découvert les Amériques. Déjà dès le XIIIe siècle, les Africains naviguaient depuis la côte ouest pour les États-Unis et marchandaient avec les Amérindiens. Merci. Todd, on continuera notre bonhomme de chemin la semaine prochaine. Oui, j'aimerais conclure, comme vous l'avez évoqué il y a de cela à peine 20 minutes, que les grands piliers de contrôle et de manipulation des consciences reposent sur la spiritualité et le système éducatif. Je sais que je heurte le prêtre qui est là et des gens qui sont dans d'autres mouvements, mais j'insiste sur ces deux piliers, spiritualité et système éducation, on vous contrôle. Docteur Minkala, vous êtes docteur aussi. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette production et la semaine prochaine, on va essayer de revenir sur les points forts parce que les téléspectateurs dont les messages commencent à tomber en ce moment ont écrit pas mal de choses. On y reviendra la semaine prochaine et certainement une sortie de piste
une sortie de crise, autant pour moi, en proposant bien sûr quelques éléments qui permettront à tous, ou même à l'intellectuel africain, de ne plus être taxé d'intellectuels somnifères, comme l'a si bien dit Pogala. Oui, merci. Ce que je peux dire en conclusion est que le manuel scolaire utilisé dans les établissements scolaires, c'est un instrument de dézombification. Et c'est même à exploiter. Si on sait l'utiliser, ça peut aider à ne pas être un zombie. Merci mesdames, messieurs. L'émission suivra son cours jeudi prochain avec la même thématique. Une thématique qui prendra bien sûr fin jeudi prochain. Conditionnement mental par l'éducation et le manuel scolaire. On essayera bien sûr de proposer à ceux qui nous gouvernent, de proposer à l'élite intellectuelle mondiale, de proposer, pourquoi pas, certaines esquisses de suggestions pour essayer de contourner cette nouvel ordre scolaire mondial qui, d'après certains, est mis sur pied pour contrôler et imposer, bien entendu, la volonté d'un petit groupe très puissant. Pour ceux qui aimeraient continuer, bien sûr, le débat, allez tout simplement vous abonner massivement sur la chaîne YouTube King Nathan Amougou ou sur la page Facebook King Nathan Amougou ou même sur la page Facebook Le Cœur des Mystères Vision 4. Et vous serez bien sûr abondamment